Il est, moussaillon, des visions fantasmatiques et effrayantes, qui, tels des flambeaux incendiés trop près du visage au milieu de l'insondable nuit de l'existence humaine, vous éblouissent subitement et déposent jusqu'à votre dernier souffle leur marque surnaturelle au plus profond de votre âme. En cette année de l'an de grâce 1784, veille d'une traversée mémorable où je devais conduire mes coéquipiers au large du Cap Horn en passant par le célèbre Poteau-Noir, survint une rencontre dont je ne saisis la portée que bien trop tard, hélas. Ce jour-là, en capitaine averti, j'avais passé toute l'après-midi sur le port de Newcastle afin d'organiser les derniers préparatifs du départ. Des caisses, de laine, de coton, de peau, des coffres emplis d'huile et de savon, des provisions de sucre, de farine. And the wine? Et de vin. Yes. Tout cela défilait sous mes yeux avisés avant de s'engouffrer dans les cales du navire au milieu des jurons et blasphèmes des dockers, qui résonnaient comme 1000 démons. Restait encore à s'occuper de la propreté des postes, à faire le tour des officiers, à sermonner quelques matelots et surtout à recruter cuisiniers et chirurgiens intendants pour accompagner mes hommes dans cette traversée qui promettait d'être Longue? très longue. Oh, Neil, vieille canaille d'Irlandais, que je t'y prenne encore à feignanter sur le pont, tu prends mon navire pour une auberge, quoi? Je veux que ça brille du bossoir au cabestan, tant qu'on se croirait dans le palais de Sa Majesté la Reine. Alors tu briques tout ça d'une main de fer et tu surveilles qu'il n'y ait pas des... Rats! des rats Yes. dans les cales. La journée achevée, j'empruntai satisfait le chemin de l'auberge. Après plusieurs semaines à languir sur terre, la seule idée de reprendre les voiles m'enthousiasmait, et je me réjouissais en pensant au sacré bon Dieu de paquets d'or que je ramènerais de ce périple. Je choisis un raccourci, de manière à arriver plus promptement à l'auberge, pressentant que les adieux à Marlène, cette fois serait difficile. Tes baisers sont des flammes. Je ne sais où tes cuisses nous entraînent, mais ça fiche des crampes au cœur et puis ça vous écarte tellement qu'au fil des heures c'est ainsi que je pénétrai dans l'une de ces ruelles étroites et mal éclairées que l'on retrouve communément dans les quartiers attenants au port. J'errais ainsi au milieu de 1000 rêveries lorsque je découvris, non sans étonnement, que je m'étais trompé de chemin.
C'est ainsi que je pénétrais dans l'une de ces ruelles étroites et mal éclairées que l'on retrouve communément dans les quartiers attenants au port. Un silence profond régnait dans la venelle. Plus je m'y enfonçais, et plus l'obscurité grandissait. Je fus alors subitement ébloui par la clarté ineffable qui s'écoulait de la lune pour se répandre en blanche lumière sur les pavés fangeux. Même sur les lagons les plus scintillants des tropiques, même sur les houles les plus tumultueuses des Açores, je n'avais vu spectacle aussi insolite et prodigieux. La lune brillait d'une telle ferveur, d'un tel éclat qu'elle inondait littéralement le ciel de sa beauté. Un halo bleu cependant l'entourait, qui s'évanouissait en 1000 cercles concentriques. Je me pris un instant à penser à quelques signes de mauvais augure, mais en dépit de mes efforts pour en déceler le mystère, la présence de ce halo demeurait énigmatique et indéchiffrable, comme ces talismans dont la signification échappe à la portée du profane et ne révèle leur mystère qu'aux seuls mortels qui ont eu un jour le courage de plonger leur regard dans l'abîme. Je restais longtemps, très longtemps, aspiré par cette vision, quand soudain, une voix tremblante et rocailleuse s'échappa des profondeurs d'un porche, m'arrachant subitement à ma fascination. N'y allez pas, capitaine. N'y allez pas. Vous ignorez tout de ce qui vous attend dans ces mers lointaines. Bien que la pénombre dissimulait son visage, je pus distinguer la silhouette d'un homme, misérablement habillé, couvert d'une cape à l'ancienne mode et coiffé d'un tricorne à moitié éculé, qui laissait deviner la présence de quelques vieux matelots, gabiers ou marchands itinérants. N'y allez pas, capitaine. N'y allez pas. Vous ignorez tout de ce qui vous attend dans ces mers lointaines. Malgré l'étrangeté de ce discours, l'homme m'inspirait plus de pitié que de peur. Ses hardes de timonier, ses propos incohérents, ce langage d'un autre temps suscitaient en moi un profond malaise, et mon ventre se serra à la pensée de tous ces marins déchus, crève misère, anciens gerfauds des mers à qui la pauvreté ou une trop longue errance ont ôté la raison et qui traînent leur âme déboussolée par les rues insalubres du port. Vous ne me croyez pas. Je vous connais mieux que vous-même. Je vous connais mieux que vous-même. Je sais que vous partirez en dépit de mes avertissements. Alors, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Votre vie en dépend, capitaine. L'océan se déchaîne comme une bête furieuse,
que d'énormes paquets d'écume surgissent des naseaux de l'abysse pour se fracasser violemment sur le pont du navire, que le ciel est si profondément ténébreux que même les éclairs ne peuvent en dévoiler le mystère, lorsque les rats sortent en furie du fond des cales, que les hommes rassemblent leurs mains au-dessus du front pour prier leur Dieu, lorsque le vent déchire d'un revers de main les voiles misérables du sommeil, que par la blessure béante du navire l'eau s'engouffre irrémédiablement, lorsque la barre a rendu l'âme, que les canaux de sauvetage ne fonctionnent plus, que le navire est sur le point de chavirer, lorsqu'on n'entend déjà plus que le cri du tocsin, je veux dire, lorsque s'entr'ouvre devant nous le gouffre irrémédiable de notre mort, il arrive qu'apparaisse soudain à la poupe une ombre balayée par le vent, qui dissimule un sourire narquois à la commissure des lèvres. C'est lui, c'est le donneur d'énigmes, la créature dont parlent les anciens. Ne l'écoutez pas, capitaine, ne répondez à aucune de ces questions. C'est un être inhumain et perfide. Fuyez, capitaine, fuyez. Il en sera peut-être encore temps. Ma nuit fut terriblement agitée, parcourue de visions et de cauchemars. Et je rêvais qu'un chat aux yeux crevés, au corps famélique, s'approchait doucement de ma couche et me sifflait à l'oreille le nom des matelots qui, par ma faute, trouveraient la mort dans le naufrage. Je me réveillais le front en sueur, la chemise trempée, le cœur battant les chines au rythme des volets qu'un vent sale et funeste faisait claquer en cadence. Au matin, comme par enchantement, toutes mes brumes furent dissipées. Un soleil de plomb dardait dans le ciel. Des volets d'oiseaux migrateurs traversaient l'azur avant de disparaître pour de lointains pays chauds. La rencontre de la veille n'était déjà plus qu'un lointain souvenir. Puis je me pris à rire en pensant aux balivernes de ce vieux fou. Lorsque j'arrivais devant l'embarcadère rempli de bonne humeur, matelots et officiers se tenaient au garde-à-vous, n'attendant plus que l'ordre de lever l'ancre. Taylor. Taylor? Taylor. Yes, sir. Surveillez qu'on a bien fermé les écoutilles. Yes, sir. Et vérifiez qu'il n'y ait pas des Rats. rats Yes. dans les cales. Yes, sir. Des rats. On n'est jamais assez prudent, Taylor. No, sir. No. Jamais, Taylor. No, no, no. Never. Jamais. Les premiers jours de la traversée furent admirables. Le navire se soulevait et s'abaissait dans un vertige monotone, tandis que le souffle chaud du zéphyr, chargé de sel et d'embrun, gonflait en cadence la voile souple du galion.
Il régnait sur le pont une entente parfaite qui n'entravait en rien la rigueur et la discipline. Parfois les officiers scrutaient les cartes, tandis que les hommes de quart attelés aux vergues bourraient leurs pipes de tabac, soufflaient par grosses bouffées pour en incendier l'âtre, puis répandaient une odeur de vanille qui s'échappait en longues fumées blanches sous le pont. Et les nuits, que dire des nuits? Elles étaient vastes, chaudes et piquées d'étoiles. De temps à autre, on apercevait la trajectoire d'une comète qui, semblable au destin des hommes, flamboyait un instant dans le ciel avant de disparaître doucement dans la mer. Nous aimions plus que tout les légendes que nous contait ce vieil Ronil. C'était un singulier mélange de récits et d'histoires moitié réelles, moitié inventées, qui, éclairés par les lampes vacillantes de l'ivresse, projetaient leur ombre fantasque sur les voiles de la mâture. D'entre les 1000 histoires de l'étranger, il en était une qui suscitait plus d'intérêt que les autres. La terrible histoire de Circé. The terrific story of Circe. Les jours se succédèrent ainsi, bercés par le même ravissement. Yes. Mais un matin, le navire cessa brusquement sa route monotone. Plus un seul souffle ne gonflait les voiles. La mer ressemblait à une immense nappe d'huile. Nous vîmes alors un linceul blanc qui s'étalait à l'horizon pour recouvrir petit à petit toute la surface du navire. Bientôt, la visibilité était si faible qu'on ne distinguait pas un homme à deux brasses sur le pont et nous craignions à chaque instant de nous fracasser en 1000 morceaux sur les brisants. Après plusieurs semaines passées dans cette torpeur, les officiers ne sortaient plus qu'à la tombée de la nuit pour déambuler sur le pont en proie de curieux vertiges, le regard perdu dans les brumes de ce rêve éveillé. Nous demeurâmes ainsi des jours et des jours, cœur arrêté, souffle coupé, dans le silence moite de cette brume. Dès lors, Yes, sir. le chant de Circé était là, vous entendez? Circe. Le chant de Circé. Le chant de Circé était là. Le chant de Circé était là. No, sir. I don't. Le chant. Le chant de Circé était là. Hey, sir. Are you okay? Le chant de Circé.
sir. What are you doing? Are you okay? Hey. Sir. Des créatures d'un autre temps, des belles aux doigts enlacés, femmes impures, femmes serpents, femelles aux doigts acérés, méduses bleues, larmes amères, griffons de volutes aux piacés montent, la voix du fond des mers monte la chanson de Circé, monte la voix du fond des mers, de l'or monte la chanson de Circé, de l'or monte la voix du fond des mers, de l'or monte la chanson de Circé. Mes hommes n'eurent cependant pas le temps de basculer dans la folie. Une nuit, la mer entra subitement en courroux. Le navire se mit d'abord à tanguer de gauche à droite. Bientôt il tangua si fort que d'énormes masses d'écume vinrent rouler à la proue. Alors le vent se mit à souffler comme si une colère subite s'était emparée de l'océan. Les voiles furent sur le point de se déchirer. Deux caisses passèrent par-dessus bord. Les matelots furent soudainement tirés de leur torpeur. J'ordonnais qu'on abaisse les voiles, qu'on quitte les vagues. Les manœuvres étaient d'autant plus délicates que la brume ne s'était toujours pas levée, de telle sorte que nous allions maintenant, tels des aveugles, face au Léviathan. Alors, la tempête fit rage, le vent nous cinglait les visages, les hommes s'accrochaient à ce qu'ils pouvaient la mer, grondaient, écumaient, déglutissaient les vagues, atteignant parfois 100 pieds de haut. Trois officiers sortirent du fond des cales, mais à peine furent-ils sur le pont qu'un énorme paquet d'écume les projeta par-dessus bord, fracassant la porte de la coursive arrière. Partout nous regardions, l'océan était déchaîné et nul astre pour éclairer notre route. Parfois, des gouffres insondables ouvraient la colle et nous plongions tête baissée dans cette lave jusqu'à submerger la proue du navire. Seigneur, Talon, abaissez les voiles, Talon, jetez les garcettes de riz à la mer, jetez les garcettes de riz. Trop tard, c'est alors que l'impensable arriva. Une vague haute de 200 pieds d'eau souleva son ombre funeste à quelques yards de nous. Mortem timere gruppo, taglias qua mori, mortem timere. J'envoyais tous les hommes dans les cales. Certains priaient, d'autres entonnaient le chant des morts. Je repris un instant mes esprits. Le navire était resté sans timonier. De telle sorte que nous allions maintenant au gré du vent. Quelqu'un de courageux devait reprendre la barre. Pas lui, il est bien trop jeune. Moi, j'irai. Je l'ai ainsi battu. La pluie
soudain, une voix se fit entendre au-dessus de ma tête. Je n'en crus pas mes yeux. Un petit homme se tenait en équilibre sur la barre d'un des phoques. Parfois, il disparaissait dans la pénombre, puis réapparaissait dans la blancheur d'un éclair, dévoilant deux petites pupilles noires qui étincelaient au milieu de la nuit. Dans une bien mauvaise situation, capitaine. Vous voilà dans une bien mauvaise situation, capitaine. Vous voilà dans une bien mauvaise situation, capitaine. Et encore, ce ne sont là que les prémices. Et encore, ce ne sont là que les prémices. Dans quelques instants. Dans quelques instants, vous rentrerez dans les eaux tumultueuses du 32e parallèle. Là où les vents sont si effroyables que les vagues atteignent parfois 200 pieds de haut. Au fait, quel piètre gentleman je fais. Je ne me suis même pas présenté. Les vieux marins m'appellent. M'appellent. Le donneur d'énigmes. Le donneur d'énigmes. Ces mots. Une frayeur subite s'empara de moi. Le donneur d'énigmes. Et je me repris à penser aux paroles du vieil homme de la ruelle. La rationalité reprit cependant le dessus, mais comment diable cet homme avait-il pu faire pour monter sur le pont? Nous l'aurions vu si quelqu'un avait accosté pendant la nuit, ou s'il s'était caché dans les cales. Vous réfléchissez trop, très cher. Il faut agir. Comment? En vous invitant à répondre à l'une de mes énigmes. Êtes-vous prêt? Je commence. Le temps fait-il la roue comme un enfant qui joue? Où s'en va-t-il tout droit comme un cheval de bas? Le temps fait-il la roue comme un enfant qui joue? Où s'en va-t-il tout droit comme un cheval de bas, capitaine? Le temps Fait-il la roue comme un enfant qui joue? Où s'en va-t-il? tout droit. Tout droit, comme un cheval de bas. capitaine, yes. Le temps fait-il la roue comme un enfant qui joue? Où s'en va-t-il tout droit comme un cheval de bas? Le temps fait-il la roue comme un enfant qui joue? Où s'en va-t-il tout droit comme un cheval de bas? Le temps fait-il la roue comme un enfant qui joue? Trop tard, très cher. Vous avez échoué. Dommage. Dommage. La mer est froide en cette saison. Bon naufrage, capitaine. Capitaine,
La barre est endommagée. Il faut faire quelque chose, capitaine. Jetez l'ancre flottante à la mer. Mais jetez l'ancre flottante à la mer. L'ancre flottante aussi est coincée. Et l'eau est en train de rentrer par la proue. Actionnez les pompes d'évacuation d'eau. Actionnez les pompes d'évacuation d'eau. Les rats sortent en furie du fond des cales. Le navire va se retourner d'un moment à l'autre. Adieu, capitaine. Adieu. Actionnez le tocsin! Actionnez le tocsin! Actionnez le tocsin! Sir. Sir? Hey. Hey, Captain. Tous les hommes périrent dans le naufrage. Longtemps le cri de désespoir des matelots s'engouffrant dans les entrailles de l'océan devait hanter ma mémoire. Par Dieu sait quel miracle. Je demeurais plus d'une semaine sans manger, sans boire, agrippé à un morceau de bois qui flottait à la surface des flots. Il m'a fallu une force surhumaine pour lutter contre l'assaut incessant des vagues écumantes. Elles m'entraient dans les poumons, déchiquetaient mes vêtements, tentaient de m'entraîner au fond de l'abysse. 1000 fois je manquais de me noyer. 1000 fois je ressurgissais à la surface des flots, m'accrochant obstinément à mon unique espoir. Alors, la tempête cessa. Mais à la joie d'être en vie se succéda bientôt l'angoisse, la terrible angoisse de demeurer seul face à l'immensité de la mer. Le soleil qui jusque-là était resté clément commença son long et terrible travail de sape. La gorge me brûlait. Le sel desséchait mes poumons, je bus certes, mais je recrachai aussitôt la gorge encore plus assoiffée. Alors, le délire s'empara de moi. Je crus d'abord voir quelques navires à l'horizon. Je suis là! Je suis là! Je suis là! Puis j'entendis la voix de mes matelots. Hey, Captain. What are you doing here? Just take a glass, Captain. C'est toi, Taylor? Yes. Si tu nous racontais l'histoire de ce gars qui n'arrive même pas à monter jusqu'à la une, hein? Yes, Captain. Ou si tu nous chantais la chanson de Marlène. See, Captain. Yes. Hey,
Tout doux, les gars. N'oubliez pas que nous reprenons la mer dès demain. Puis, ce fut le tour des oiseaux qui, sentant ma faim proche, se mirent à tournoyer autour de mon corps décharné. Allez-vous-en! Allez-vous-en, bande de fossoyeurs! Qu'est-ce qui vous envoie? Allez-vous-en! La gorge me brûlait. La mer paralysait mes membres. La mort entra dans mon corps. Un matin, je fus recueilli par un navire marchand qui sillonnait la route des Indes. Je n'avais ni or, ni manuscrit. Et quand je parlais aux autorités locales du navire et du naufrage, ils me prirent pour quelque dément ou imposteur. Mais regardez bien dans votre registre, là. Un navire parti il y a 15 mois de Newgate, Angleterre. Nous étions une trentaine d'hommes à bord. Il y avait Taylor, O'Neill, Heathcliff, puis la brume qui nous a saisis, la tempête, et le donneur d'énigmes. C'est à cause du donneur d'énigmes, tout ça. C'est à cause du donneur d'énigmes. Comme j'insistais, on me jeta dans les geôles comme un malpropre. Exista-t-il au monde endroit plus infâme et révoltant que ces terribles geôles de Jeypore, dans lesquelles on me laissa croupir 5 ans durant. 5 ans. 5 ans. 5 ans. 5 ans. Yes. Sir. Hey, sir. Yes. Take a smoke. Sir. Hey, sir. Take a song. Sing a song. Sir, a song. Sir. And now we take a west to all again together. Sir. And now we take all wind to go away forever. Hey, Captain, sing. And now we take away together. And now we stay on forever. J'étais rentré dans cet enfer avec la foi en la justice de Dieu. Je m'échappais. Grâce à l'aide d'un Hollandais qui était promis à la corde. Devenu fugitif, il demeurait impossible désormais d'embarquer même comme simple matelot sur un navire rejoignant l'Europe. C'est pourquoi je traversais les Indes à pied, de Calcutta au Kangana, déguisé en En mendiant. mendiant, mêlé aux sidas, brahmanes, vagabonds et autres.
Fakir, je devins vite expert en l'art de me procurer de la nourriture la nuit, au risque d'être pendu, ou de voir ma main coupée. Je volais des restes de viande putride qui traînaient dans les marchés au milieu des rats. Et des épices. Le jour, je mendiais dans la poussière, parmi les intouchables et les lépreux, le visage enroulé dans un tissu de fange, le regard vide. Combien de temps irai-je ainsi? Je l'ignore. C'est à cette époque que je fis la rencontre d'une troupe de musiciens ambulants. Ils m'apprirent à danser, à marcher sur des braises, à lire dans les entrailles des bêtes, à conjurer le mauvais sort. Une vieille femme m'enseigna le langage des oiseaux. Un de leurs prêtres, qui copulait chaque nuit avec des serpents, me fit don d'un singe qui fumait le cigare. Je goûtais à l'opium qui procure des rêves sensuels. Je me fis tatouer le nom d'un de leurs dieux sur le torse, mais ils me chassèrent pour m'être amouraché de la fille du sultan. Ils partirent un matin couronnés de soleil. Leurs grands yeux de serpent faisaient valse la nuit, des perles aux cheveux et le torse pareil aux oiseaux tricolores que la lune éblouit. Sur des sentes de feu, sur des sentes de sel, on les vit tournoyer pour que tombe la pluie, pour que batte le vent. Leurs jambes de crécelle secouaient la poussière des étoiles. Ils partirent un matin couronnés de soleil. Leurs grands yeux de serpent faisaient valse la nuit, des perles aux cheveux et le torse pareil aux oiseaux tricolores que la lune éblouit. Danse, danse, ouais, danse, danse, ouais, danse, danse, ouais, danse, ouais, C'est à cette époque que je traversais la vallée du Rajasthan poursuivi par un étrange faucon blanc. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je les vois. Les Mazars, guerriers des steppes, devinrent mes frères. Après m'avoir attaché 5 jours durant dans le désert de pierre, au milieu de la fournaise de midi, leurs chevaux répondaient chacun à un nom différent, en connivence avec une rivière, une étoile, le soleil. Leur hennissement était capable d'annoncer la venue de l'ennemi plusieurs jours à l'avance. Oh, j'apprairie le rite de la lune noire, on mord dans le crâne de la peau d'une hyène. Je lus les oracles dans le sable. Ils me conduiront à la frontière du Balouchistan et de l'Empire de Perse. Puis, ils me jetteront dans les mines de sel, miroirs de sable, où les hommes marchent jour et nuit à la recherche de leurs reflets. Ils me jetteront aux galères. Le sort m'épargnera. Je ferai naufrage dans la baie d'Al-Mukalla, là où se dresse un minaret de cristal. Combien de temps irai-je ainsi dans ces déserts? Je l'ignore.
Mais c'est un homme pétrifié de rire, sur le point d'avaler sa langue, que les Bédouins trouvèrent ce matin-là dans l'oasis d'El Chekba. Ne parlais-je donc plus qu'une langue qui n'exista qu'en rêve? Je me souviens de ce vieillard qui criait le nom de Dieu sur le marché de Damas. Je me souviens du conteur fou de Yerevan, dont le regard rivalisait avec la danse des derviches. Je me souviens de cette femme qui portait une pierre bleue à la place de l'œil gauche dans un bouge de Sicile. Je me souviens de la peste. La peste, rencontrée dans une rue de Venise, et de cet homme qui vendait des masques pour s'en protéger. La peste! La peste est dans la cité! La peste est dans la cité! Achetez mes masques pour se protéger de la peste! Achetez mes masques pour 10 couronnes! Achetez mes masques pour 10 couronnes. Achetez mes masques. La peste est partout. Elle s'est infiltrée sournoisement dans tous les recoins de la ville. Les prêtres, les gueux, les bourgeois, les femmes, les enfants. Nul n'échappe à l'emprise de cette main arbitraire. Et plus encore que de répandre la mort sur son chemin, elle sème la crainte et la suspicion dans le cœur des hommes, chacun devenant un danger pour l'autre, chacun devinant dans l'autre le visage irréversible de la maladie. C'est pourquoi l'humanité aujourd'hui est aussi rongée que la face sans visage des malades. Alors, achetez mes masques. Des masques de rire, des masques de joie, des masques de plaisir et de carnaval, des masques pour se protéger du mal qui ronge. Achetez mes masques pour 10 couronnes, des masques de plaisir et de folie, des masques de velours et de soie, des masques pour s'en aller danser sur les charniers, des masques pour ricaner à la face écroirée de la mort. Achetez mes masques pour 10 couronnes, achetez mes masques pour 10 couronnes, achetez mes masques. Pour s'en aller danser la nuit de la Saint-Jean sur les charniers. Vingt ans de misère, de froid et d'errance. Un soir, dans le dernier embrasement du soleil couchant, j'arrivais sur le port de Newgate.
Rien n'avait changé. Les dockers portaient toujours de lourdes charges en blasphémant de tout leur souffle. Des volets d'oiseaux migrateurs traversaient l'azur pour de lointains pays chauds. Les jeunes ne me connaissaient pas. Quant aux vieux, ils avaient depuis longtemps oublié ce capitaine disparu il y a 20 ans, dans les eaux du 32e parallèle. Je choisis un raccourci qui menait à l'auberge des souvenirs. Je crus voir O'Neill, racontant pour la 1000e fois la même histoire. Taylor, faisant mine d'écouter d'une seule oreille, Heathcliff, à la vigie devant son verre de gin, et puis, comme un éclair déchirant la nuit, la voix de Marlène. Blessure dans le soir. Au coin du quai Malassine, de la rue Branly, quand les égouts bazardent, un innommable fouillis de fanges et de croupis sous les lustres béants peut voir se pavaner, glaner par les années, la bouche en cul à garde. Une putain défraîchie qui gueule sans répit sa rengaine aux passants. Tes baisers, Marlène, sont des brûlures, des fleurs, je ne sais où tes bras nous entraînent, mais sans fiche de crampe au corps. Et puis sur vos écarts, tellement qu'au fil des heures, on n'a plus faim des temps. L'auberge n'existait plus que dans mes souvenirs. Je me glissais dans les vieux quartiers de manière à trouver un porche où passer la nuit. Comme la lune brillait ce soir-là, d'une telle ferveur, d'un tel éclat qu'elle inondait littéralement le ciel de sa beauté. Un halo bleu cependant l'entourait qui s'évanouissait en 1000 cercles concentriques. Des pas. Des pas se firent entendre dans la ruelle. Guidé par Dieu sait quel instinct, je me glissais dans l'encoignure d'une porte. Un homme se posa dans le faisceau lumineux qui tombait du ciel. C'était un jeune capitaine, prêt à défier toutes les folies de l'océan. Il ressemblait trait pour trait à l'homme que je fus il y a 20 ans. Alors je compris. La prédiction. Le départ, la brume, la tempête, le donneur d'énigmes, le naufrage, les Indes, les mazars, les musiciens ambulants, l'homme qui criait le nom de Dieu sur le marché de Damas, la peste rencontrée à Venise. Cet homme en face de moi.
c'était moi. N'y allez pas, capitaine. N'y allez pas, capitaine. N'y allez pas, capitaine. N'y allez pas, capitaine. N'y allez pas. Les actualités. Le 12 décembre 1924, l'armée française a retrouvé l'épave du célèbre navire de 1000 tonnes, disparu il y a 120 ans dans les eaux du 32e parallèle. À l'époque, il n'y eut aucun survivant. Bon festival à vous.